Je vous accueille ce soir à l'École française d'Athènes avec beaucoup de plaisir pour notre conférence mensuelle. Nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir François Hartog de l'EHESS à Paris. C'est pour nous vraiment un très grand honneur parce que, comme vous le savez tous, et votre nombre ce soir le montre, c'est un des très grands spécialistes et professeurs sur la Grèce ancienne, mais pas seulement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons invité, car il représente par ses travaux cette orientation en sciences humaines et en études de l'Antiquité en particulier qui nous paraît vraiment très importante, une très bonne connaissance des sources avec ses travaux sur Hérodote et Plutarque, et en même temps une réflexion sur la discipline historique avec un intérêt pour l'histoire de l'archéologie, et c'est un peu cette double perspective qui nous a décidé à l'inviter ce soir pour nous parler de ses travaux et de ses recherches dans cette double perspective qui permet de renouveler le savoir dans ce domaine. Je vais donc passer la parole à son ancien collègue, Kostas Kostis de l'EHESS, qui va le présenter en quelques mots. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maria Kourouk et Alexandre Franou m'ont demandé de faire la présentation. On va le mettre là-dedans. Voilà, ça va maintenant? Bon, je répète, Maria Kouroukli et Alexandre Farnou m'ont demandé de faire la présentation de François Hartog. Je les remercie parce que je me sens vraiment très heureux et très honoré en même temps d'avoir ce privilège. Bon, François Hartog n'est pas quelqu'un d'inconnu au public grec, d'autant plus au public français. Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, élève de Jean-Pierre Vernant, il a d'abord enseigné l'histoire grecque comme assistant, maître assistant et professeur aux universités de Strasbourg puis de Metz. Depuis 1987, il occupe un poste de directeur d'études à l'école des études en sciences sociales à Paris. À l'école, il avait proposé comme intitulé de son enseignement « Historiographie ancienne et moderne ». L'œuvre de François Hartog mêle étroitement l'histoire intellectuelle de la Grèce antique, l'historiographie et les types de formes historiques de temporalisation. Entre ses nombreux travaux, je signale d'abord sa thèse « Le miroir d'Hérodote » et c'est sur la représentation de l'autre, publié par Gallimard en 1980. Le 19e siècle, l'histoire, le cas de Fistel de Coulanges, qui publié par Presse Universitaire de France en 1988. Les régimes d'historicité, présentisme et expérience du temps, publié chez Sey en 2002. Évidence de l'histoire, ce qui voit les historiens, une publication des éditions de l'École des études en sciences sociales de 2005. Vidal-Naquet, historien en personne, chez La Découverte 2007. Et son dernier bouquin s'appelle Croire en l'histoire, publié chez Flammarion en 2013. Tout prochainement, en mars, son dernier livre sera publié. Son titre, c'est Partir pour la Grèce. Le titre. Et en plus, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que je ne savais pas ça. François Hartog a dirigé l'édition critique des Vies parallèles de Plutarque et de l'histoire de Polybe. Et Fistel de Coulanges et les régimes d'historicité ont été publiés aussi en grec. Je remercie vraiment François Hartog d'avoir accepté de venir en Grèce pendant ces temps difficiles et de participer au séminaire de l'école française. Il va parler évidemment en français, mais on pourra avoir une discussion après en grec et en français. Alors, François, la parole. Merci, Kostas. Merci de vos présentations, merci Monsieur le Directeur de m'accueillir dans cet établissement où, en effet, je ne suis jusqu'à présent jamais venu. Enfin, j'y suis passé, mais je n'y suis jamais venu. Voilà. Et alors, vous avez évoqué, oui, mon travail qui est... Bon.
commencé, oui, avec la Grèce, mais la Grèce ancienne, mais toujours avec une perspective sur des questions contemporaine qui a d'abord été celle de l'histoire et qui est restée au fil de mon existence professionnelle celle de l'histoire, puisque Hérodote m'intéressait comme celui qu'on pouvait lire à la fin des années 1970 comme une façon d'échapper à Thucydide. Et une manière de dire, mais non, c'est pas cet historien bavard un peu qui n'est pas encore vraiment historien, mais quand vient Thucydide, alors tout va bien. Non, donc c'était aussi le moment où l'anthropologie qui se développait, qui dépassait la stricte discipline, autorisait ce type d'approche. Mais ce soir, ce n'est pas de cela dont j'ai choisi de vous entretenir. Le titre que vous avez pu lire de cette conférence est évidemment extrêmement ambitieux. Bon, trop, bien sûr, vers une nouvelle condition historique. Alors il faut le prendre comme une hypothèse. Et si se dessinait quelque chose comme une nouvelle condition historique. Voilà. Et plusieurs observations. À l'intérieur comme à l'extérieur de la discipline historique, chacun, je crois, s'accorde aisément sur le constat suivant. On court de multiples usages du passé, des plus officiels aux plus ludiques, des plus instrumentalisés aux plus distanciés. Si le phénomène n'est évidemment pas nouveau, le spectre des formes susceptibles d'être mobilisées s'est considérablement élargi, puisqu'on peut aller des grandes commémorations si présentes ces derniers mois, en particulier en France, et même ces derniers jours, avec leur mise en scène de la parole publique, qui ont certes toujours existé. Donc de ces grandes commémorations jusqu'aux video games qui permettent à tout un chacun, en ligne ou dans son coin, de rejouer les grands événements du passé. Il ne faut pas ignorer non plus tout ce qui, à chaque instant, circule sur Internet. Les sites, les forums, les blogs, les tweets. Il ne faut pas oublier non plus les médias, qui sont désormais devenus traditionnels, et parmi eux, l'édition, qui est probablement le plus traditionnel de ces médias modernes, aujourd'hui. Et puis viennent enfin l'école et l'université, comme lieu institutionnel d'apprentissage, de transmission et de production de nouvelles connaissances. Un peu partout, on s'interroge sur la transmission, c'est-à-dire, en réalité, son absence ou ses difficultés. Cette très brève et superficielle énumération suffit néanmoins pour montrer que les conditions d'exercice du métier d'historien, mais aussi, et peut-être plus profondément, notre condition historique elle-même, connaissent des mutations. Que faire face à une telle prolifération des passés, à une telle démultiplication de l'offre, où l'on trouve tout, mais aussi de tout, y compris bien sûr de l'exécrable. Feindre de l'ignorer et continuer, comme si de rien n'était. On sait bien que les politiques de l'autruche ont rarement conduit à des victoires. Face aux histoires alternatives, voire aux alternatives à l'histoire, qui jouent par exemple la mémoire contre l'histoire,
Opter pour une parole d'autorité du genre « moi, l'histoire, je vous dis ce qu'il en a été en réalité », c'est l'assurance d'être inaudible, en dehors du petit cercle de l'entre-soi historien déjà convaincu. Reste quoi ? Déplorer cet effritement de l'espace public et cet effacement de lieux communs, un passé partagé, ou au contraire, se féliciter de ces nouveaux espaces où des paroles, des torts, des blessures, jusque-là ignorées, jamais formulées, peuvent être dits, repris et circuler. Prenons alors quelques reculs. L'histoire, avec un H majuscule, l'histoire, a été un des noms carrefour, sinon le concept cardinal autour duquel s'est cristallisé le croyable des 2 derniers siècles. Avec une majuscule, il valait explication, c'est-à-dire souvent dispensé d'en donner. Avec une minuscule, histoire avec une minuscule, il invitait à en chercher plusieurs. Que l'on aille vers l'établissement de lois, le repérage de grands mouvements de fond, ou la reconnaissance, plus ou moins grande, de la contingence dans les affaires humaines. Paul Valéry, qui a fréquemment critiqué l'histoire, se débarrassait de la première, l'histoire avec majuscule, avec grand H, en disant ceci: le mot a 2 sens. Quand on l'écrit avec un grand H, il s'agit d'un mythe qui se dessine menaçant. Quand on dit « l'histoire nous enseigne »,« l'histoire jugera », c'est un mythe en 2 foutaises. Pour la seconde, avec un petit H, il regrettait, Valéry, qu'elle ne fût qu'un ensemble d'écritures. Mais l'entrée dans un âge critique ou réflexif ne lui était pas interdite, au contraire. Et Valéry n'a cessé d'y revenir dans ses cahiers. Quoi qu'il en soit des positions de Valéry lui-même, les historiens s'établirent progressivement sur le domaine de l'histoire avec minuscule, qui devint leur territoire. Un territoire limité mais en expansion, avec ses fronts pionniers, vocabulaire qu'aiment bien les historiens, et les plongées dans les profondeurs, où, sous des appellations diverses et des formes différentes, le futur demeurait à l'horizon, plus ou moins actif ou impératif. Au cours du XIXe et d'une bonne part du XXe siècle, les historiens ont sans cesse négocié avec ce que j'appelle le régime moderne d'historicité, tout comme l'ont fait à leur façon les écrivains, au premier chef les romanciers, en privilégiant presque toujours les failles et les discordances des temporalités, de Balzac à Sartre, en passant par Tolstoï et Musil. Mais il y eut aussi cette histoire que l'écrivain Georges Perec a nommée dans son livre W ou le souvenir d'enfance, l'histoire non pas avec un grand H, mais l'histoire avec sa grande H, celle que Valéry, en dépit de tous ses exercices quotidiens de pensée, n'avait su ni voir venir, ni reconnaître. Je cite Perec: « Je n'ai pas de souvenir d'enfance, j'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande, l'histoire avec sa grande H, avait déjà répondu à ma place, la guerre, les camps. » De ce coup-là, l'histoire avec et sans majuscule s'efforça de se remettre. On crut y parvenir en se mettant à l'eau, comme y exhortait Lucien Febvre dès 1946 dans son manifeste des Annales Nouvelles et avec son style inimitable. L'urgence, disait-il, sous peine de ne plus rien comprendre au monde mondialisé de demain, d'aujourd'hui déjà, nous sommes en 1946, d'aujourd'hui déjà, était de regarder, non en arrière, vers ce qui venait d'avoir lieu, mais devant soi, en avant. Fini le monde d'hier, à tout jamais fini.
Si nous avons une chance de nous en tirer, écrivait Fèvre, nous, Français, c'est en comprenant plus vite et mieux que d'autres cette vérité d'évidence, en lâchant l'épave, à l'eau, vous dis-je, et nager ferme. Fin de la citation. On ajouta d'autres couches au feuilleté du concept d'histoire. Le questionnaire fut allongé, on fit place aux structures, puis dans les années 1970 à l'anthropologie. Ce fut, porté par la Méditerranée de Braudel, l'avancée de la longue durée. Avec cette situation paradoxale, d'un côté, une histoire, celle des historiens, qui attentive et de plus en plus attentive aux lenteurs de l'histoire, scrutait les ruptures longtemps invisibles, ralentissait, et de l'autre côté, les 30 Glorieuses ou le miracle allemand, années toutes vibrantes de l'accélération de plus en plus rapide du progrès et de la course entre l'Est et l'Ouest. Apparemment de sens contraire, ces deux mouvements, dont bien évidemment ni la puissance ni la portée n'étaient équivalentes, permettaient d'éviter le passé récent. On regardait loin en amont et ailleurs, où on se concentrait sur les tâches urgentes du présent, en ayant en vue le futur. Mais les années passant, et les générations venant à se succéder, les fêlures, les brisures, les absences remontèrent à la surface. Des illusions aussi se dissipèrent. La publication par Pérec, en 1975, de son extraordinaire autobiographie d'un enfant qui n'avait pas de souvenir d'enfance, ouvre pleinement les années mémoire. L'Austerlitz de Sebald, pour qui le temps s'était arrêté en 1939, en offrirait un pendant récent. Avec dès lors cette lancinante interrogation, comment le concept d'histoire moderne, foncièrement futuriste, pouvait-il faire place dans sa structure même à ce temps désamarré, suspendu, arrêté, à ce passé que l'on croyait passé qui ne l'était pas, oublié mais d'un oubli qu'on ne pouvait oublier? Comment le train de l'histoire, métaphore si souvent employée au cours du XIXe et du XXe siècle, comment le train de l'histoire avait-il donc pu conduire vers l'archipel du Goulag et ses avatars plus récents et déboucher sur la rampe d'Auschwitz? Nous en sommes au 70e anniversaire. Arrivant au terme de son livre Zachor, Histoire juive et mémoire juive, publié en 1982, Joseph Yerushalmi s'interrogeait, je le cite, « J'ignore si cette vaste entreprise qu'est la recherche historique contemporaine se révélera durable pour les juifs ou pour les non-juifs. L'anneau du roi Salomon, qui devait le rendre heureux quand il était triste, et triste quand il était heureux, fut fabriqué par un joaillier qui y grava ces mots « Cela aussi n'aura qu'un temps ». Un temps viendra peut-être, c'est toujours Yerushalmi qui parle, un temps viendra peut-être où régnera une conscience nouvelle qui s'étonnera qu'autant d'entre nous se soient plongés dans l'histoire, à moins qu'elle ne s'en inquiète même pas. Fin de la citation. Ce temps approche-t-il? Y sommes-nous? Ni nostalgie, ni catastrophisme, ni prophétie à la petite semaine ne sont de mise. Ce qui, en revanche, ne fait pas de doute, c'est la transformation de nos expériences du temps au cours des 30 ou 40 dernières années. Avec comme signe annonciateur le recul du futur, non pas de tout futur, mais de ce futur futuriste, celui du régime moderne d'historicité qui a été le charbon de la locomotive de l'histoire. On a alors vite parlé, au début des années 1980, de crise du futur, de sa fermeture, tandis que simultanément, le présent tendait à occuper de plus en plus de place. Cette transformation de nos rapports au temps est venue dessiner une configuration inédite, celle que j'ai proposé de nommer présentisme. Comme si le présent, celui du capitalisme financier, de la révolution de l'information, d'Internet, de la globalisation, mais aussi de la crise ouverte en 2008, absorbait en lui les catégories, devenues plus ou moins obsolètes, du passé et du futur. Comme si, devenu à lui-même son propre horizon, il se muait en un présent perpétuel. À
Avec lui, sont venus au premier plan de nos espaces publics ces mots qui sont aussi des mots d'ordre, des pratiques et qui se traduisent par des politiques. Mémoire, patrimoine, commémoration, identité. Ce sont là autant de manières de convoquer du passé dans le présent en privilégiant un rapport immédiat faisant appel à l'empathie et à l'identification. Il n'est que de visiter les mémoriaux et autres musées d'histoire, inaugurés en grand nombre ces dernières années pour s'en convaincre. En outre, ce présent présentiste s'entoure de tout un cortège de notions ou de concepts plus ou moins détemporalisés, modernité, postmoderne, mais aussi globalisation et même crise. Qu'est-ce en effet qu'une crise systémique, sinon une crise qui dure, qui n'est donc plus ce moment décisif que scruter l'œil du médecin depuis Hippocrate. Avec la crise systémique, on se trouve pris dans une sorte de présent permanent, celui justement de la crise du système. Ces déplacements, ou ce basculement, sont-ils les marques d'un phénomène durable ou transitoire ? Nul ne le sait vraiment, alors même que nous peinons encore à en prendre la pleine mesure. Pour le philosophe Marcel Gauchet, s'est joué là un changement de rapport à l'histoire. Il a pris, je cite Gauchet, la forme d'une crise de l'avenir dont l'évanouissement de l'idée révolutionnaire n'a été que le symptôme le plus voyant. Avec la possibilité de se représenter l'avenir, ce qui entre en crise, c'est la capacité de la pensée de l'histoire de rendre intelligible la nature de nos sociétés sur la base de l'analyse de leur devenir et sa capacité à leur fournir des guides pour leur action transformatrice sur elles-mêmes au titre de la prévision et du projet. Fin de citation. Ce changement de rapport, c'est justement ce que le concept moderne d'histoire n'arrive pas ou plus à appréhender. Foncièrement futuriste, il n'est plus suffisamment opératoire pour se saisir le devenir de sociétés qui, tendant à s'absorber entièrement dans le seul présent, ne savent plus comment régler leur rapport avec un futur de plus en plus perçu, en Europe du moins, sur le mode de la menace, voire de la catastrophe qui vient, en marche. Ce futur n'est plus conçu comme indéfiniment ouvert, mais tout au contraire, comme de plus en plus contraint, sinon fermé, du fait en particulier de l'irréversibilité générée par toute une série de nos actions. On pense aussitôt au réchauffement climatique, aux déchets nucléaires, aux modifications du vivant, etc. Nous découvrons, de façon de plus en plus accélérée et de plus en plus précise, que le futur, non seulement s'étend de plus en plus loin devant nous, mais que ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui a des incidences sur ce futur si lointain qu'il ne représente rien à l'échelle d'une vie humaine. Dans l'autre sens, vers l'amont, nous avons appris que le passé venait de loin, de plus en plus loin. L'époque de l'apparition des premiers hominidés n'a cessé de reculer, tandis que l'âge de l'univers avoisine désormais les 14 milliards d'années. Confrontés à ces bouleversements de nos repères, nous sommes tentés de dire stop, de prôner un retour en arrière, de retrouver des paradis perdus. L'industrie des loisirs a immédiatement saisi le parti qu'elle pouvait tirer des îles paradisiaques et autres territoires vierges où le vacancier achète des expériences bien calibrées de décélération programmée. Sur les menaces et les peurs que ces dernières nourrissent, peut en outre venir se greffer une nouvelle forme de terreur de l'histoire, rappelant, mais avec d'autres attendus, cette terreur qui était devenue un des ressorts de la pensée d'un auteur comme Mircea Eliade, ayant rejoint l'extrême droite dans les années 1940. Quant au passé historique, on tente à le traiter ou le gérer en des lieux précis, les tribunaux, et aux moyens d'action spécifiques, les politiques mémorielles, soit au présent et pour le présent, sous l'autorité de la mémoire. En charge du temps, le concept d'histoire a été le réceptacle de plusieurs strates temporelles, ou pour prendre une autre image, il est tissé de plusieurs temporalités. La strate la plus ancienne
est celle qui va du passé vers le présent, celle qui correspond à ce que j'appelle l'ancien régime d'historicité. Des siècles durant, elle a gouverné tout le grand registre de l'Historia Magistra Vitae. Si l'avènement de la temporalité moderne lui a fait perdre sa primauté, elle n'a pas pour autant disparu, puisque l'antique topos des leçons de l'histoire est demeuré là, disponible, susceptible d'être réactivé. Il n'a d'ailleurs pas manqué de l'être, particulièrement en ce moment. C'est le registre de l'exemple, de l'imitation et du devoir-être. Avec quelle efficacité, avec quelle prise effective sur la réalité y avons-nous encore recours? C'est là, bien évidemment, une question. Alors même que le concept d'histoire s'était ouvert sur une autre temporalité qui était venue saper cette ancienne et puissante acception. Et cette autre temporalité, c'est la temporalité moderne, celle propre à ce régime moderne d'historicité. Elle est devenue comme le combustible du concept moderne d'histoire, cette locomotive filant toujours plus vite, malgré les arrêts, les pannes et les déraillements. Aussi longtemps que le marxisme ou la révolution sont demeurés, comme on disait, l'horizon indépassable, l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit h étaient homologues. L'histoire était la science du réel. On était à coup sûr tendu vers l'avenir, un avenir qu'il fallait hâter au maximum, mais au-delà duquel on ne pouvait se projeter ou s'autoriser à penser. Après, devrait s'ouvrir le tout autre du temps apocalyptique, le nouveau ciel et la nouvelle terre enfin communistes. Pendant quelques décennies, l'URSS a été, pour les communistes du monde entier, le signe de l'advenue des temps nouveaux. Entre les situations historiques et le concept d'histoire, il y a toujours eu des tensions. Soit le concept est en phase avec une conjoncture, soit en décalage par rapport à elle. En phase, il donne le sentiment à celui qui le manie, qu'il appréhende correctement la situation et qu'il peut faire l'histoire ou simplement faire de l'histoire. S'il y a décalage, c'est peut-être parce que le concept fait la part trop belle au passé ou inversement au futur. Celui qui le manie voudrait par exemple ramener vers un passé qui n'est plus ou pousser plus rapidement vers un avenir qui n'est pas encore. Il active l'une ou l'autre des temporalités hétérogènes et pourtant constitutives du concept pour décrire, comprendre, faire voir une situation. Si le décalage est trop grand, la prise ne sera pas bonne et le résultat flou, comme une photographie bougée. Il voit le présent avec des lunettes du passé. Le risque est alors d'entrer dans l'avenir à reculons, pour reprendre encore une formule de Valéry. Avec les lunettes de l'avenir, le risque est de faire comme s'il était déjà advenu, à partir du jour que l'on décrète ouvrir une ère nouvelle. Suit la tentation, plus ou moins irrépressible, de balayer ce qu'on appelle les survivances. L'ennemi n'est pas le décalage en soi, mais un décalage excessif. Entre une réalité et son concept, ou entre le réel et la prise qu'a sur lui un concept, il y a toujours un écart. A fortiori quand il s'agit de cette réalité composite qui est une situation historique. C'est même dans cet écart que se loge la possibilité de retravailler le concept et d'affiner l'appréhension de la situation, de voir plus et mieux le présent en fonction du passé et de l'avenir, c'est-à-dire, dans le cas du concept moderne d'histoire, en fonction de la lumière projetée par le futur sur le passé, afin de le rendre ainsi intelligible. Histoire est au fond ce nom venu de loin, qu'on a élu pour réunir et faire tenir ensemble les trois dimensions du passé, du présent et du futur, pour montrer et interroger ce qui les réunit et les sépare, avec toutes les combinaisons possibles de la part de celui qui les manie, que ce soit un individu, un groupe, une institution, un État, à partir de sa situation présente et pour agir sur elle directement ou indirectement, par exemple à travers l'école ou les commémorations. Une fois lancé avec Hérodote, le nom a pris et n'a cessé d'être repris, corrigé, modifié, amplifié, loué, encensé, moqué, dénigré, récusé, etc. Mais toujours, il est demeuré là, immédiatement disponible. Aujourd'hui, toutefois, Mnémosyné a supplanté Clio, du moins dans l'espace public.
Dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paul Ricoeur entendait sortir du face-à-face stérile entre histoire et mémoire, avec leur cortège de zélateurs et leurs détracteurs, tout en récusant toute subordination de la seconde, de la mémoire, à la première, l'histoire. Il voulait bien, écrivait-il, d'une histoire saisie par la mémoire, mais pas d'une mémoire ravalée au rang d'objet d'histoire. Car il maintenait que, par sa puissance d'attestation qu'un passé a eu lieu, la mémoire doit être tenue pour la matrice de l'histoire. De cette position découle sa conclusion, souvent reprise depuis, sur l'impossibilité de trancher, au plan gnoséologique, je le cite, la compétition entre le vœu de fidélité de la mémoire et la recherche de la vérité en histoire. La décision revient au lecteur, c'est-à-dire au citoyen, qui, une fois éclairé et conscient d'être endetté à l'égard des prédécesseurs, fera la balance entre l'histoire et la mémoire. Voilà pourquoi, pour Ricoeur, il y a forcément ce qu'il appelait une inquiétante étrangeté de l'histoire. Voilà pourquoi Ricoeur peut, par le recours à Platon, présenter l'histoire comme ce pharmacone, remèdes et poisons tout à la fois, puisque, disait-il, ne peut être exorcisé le soupçon que l'histoire soit au fond une nuisance pour la mémoire. Michel de Certeau reconnaît pour sa part ce qu'il désignait comme l'inquiétante familiarité de l'histoire. Ayant l'absence pour raison d'être, elle s'écrit en prenant la place de ce qui n'est plus. À l'instar de Michelet, elle enterre les morts pour faire place aux vivants, dans la mesure où une société se donne un présent grâce à une écriture historique. Un présent non pas fermé sur lui-même, mais ouvert en direction d'un futur, informé déjà par lui et capable de projet. Le modèle micheletien d'histoire, avec l'historien en visiteur des morts, demeurait encore compatible avec le régime moderne d'historicité parce qu'il était traversé par le souffle de la révolution et guidé par la marche en avant du peuple. Mais quand la mort est devenue une industrie, quand les morts ont été, aussi minutieusement qu'il était possible, effacés, quand le temps s'est arrêté, quand on a lentement pris conscience que le passé ne passait pas, que devenait l'histoire, le concept moderne d'histoire, et comment pouvait se moduler le faire de l'histoire. Car comment enterrer ces morts frappés pour ainsi dire d'une absence redoublée? Ou comment faire place aux vivants si l'écart entre champ d'expérience et horizon d'attente s'est creusé jusqu'à une quasi-rupture entre les deux, ou pire, si l'horizon d'attente a pris la figure de la catastrophe, voire d'une double catastrophe, de celle qui vient, qui est en marche, qu'on attend, à celle qui a bel et bien eu lieu, dont on a fait l'expérience, le tout dans un même présent. Horizon d'attente et champ d'expérience communiquent par l'entremise de la figure unificatrice de la catastrophe. Pour poser ces questions, pour les poser en ces termes, il a fallu du temps à nos sociétés. Le dernier demi-siècle s'y est lentement, difficultueusement employé. Écrivains, philosophes, historiens, politiques, institutions les ont rencontrés, affrontés, voire évités. Évités, c'est-à-dire qu'ils ont parfois tourné autour comme un navire évitant autour de son ancre en fonction du vent et du courant. L'ange de l'histoire, dont Walter Benjamin a fait sa 9e thèse sur l'histoire, se situait à la charnière entre apocalypse et catastrophe. Avec l'ange et sa vision synoptique de l'histoire, on est encore en effet dans un dispositif apocalyptique. Mais emporté par le vent du progrès, l'ange tourne le dos à l'avenir, tandis qu'à ses pieds s'accumulent les ruines d'une seule et unique catastrophe. On change là de registre. C'est celui du retournement du régime moderne d'historicité ou de son envers. L'histoire n'est plus progrès, mais au contraire, ou simultanément, marche ininterrompue à la catastrophe. Ce n'est pas, on le sait, le dernier mot de Benjamin dans la matière, puisque ces thèses ont pour but de rouvrir la possibilité d'un temps messianique, qui est aussi celui de l'action révolutionnaire. Catastrophe a longtemps été un mot du vocabulaire littéraire, et nous
nous renvoyant directement à la tragédie, signifiant le dénouement malheureux et funeste d'un poème dramatique. Ce n'est qu'à l'époque moderne, au XIXe siècle, remarquait Larousse dans son dictionnaire, qu'il a pris le sens restreint de malheur décisif. À la différence de l'Apocalypse, qui est, si j'ose dire, un fusil à un coup, la catastrophe est susceptible de se répéter. Nous sommes même entrés, disons-nous volontiers, dans le temps des catastrophes, climatiques, sanitaires, nucléaires ou autres. Par là, nous voulons indiquer qu'il y a un lien entre ces catastrophes et ce qui les relie, et ce lien, c'est ce que nous avons fait, faisons, ou plus encore, ce que nous différons ou refusons de faire. De cette prise de conscience découlent des propositions à reconsidérer complètement l'histoire moderne. Non plus comme l'histoire du progrès rythmée par les révolutions industrielles successives, mais comme une géo-histoire dénommée désormais Anthropocène et qui commencerait en 1783 avec la machine à vapeur de James Watt. Soit quand l'impact de l'action humaine sur le système de la Terre devient de plus en plus marqué et surtout déclenche de l'irréversibilité. Si bien qu'aujourd'hui, après un peu plus de 2 siècles, nous nous trouvons dans la situation inédite d'avoir enclenché un nouveau temps messianique, mais négatif, avec à l'horizon une apocalypse possible, qu'il faut tout faire pour au moins retarder, détourner et si possible empêcher. Parmi les éveilleurs, on peut citer Günther Anders, qui a été un des tout premiers à questionner ce qu'il appelait notre aveuglement à l'apocalypse, alors même qu'avec la bombe atomique, nous étions devenus ce qu'il appelait les seigneurs de l'apocalypse. S'il méditait sur les conséquences de la bombe dans les années 50, il ne pouvait encore prévoir la question inédite qu'allait poser le traitement des déchets nucléaires. Hans Jonas, de son côté, a formulé son principe responsabilité en n'hésitant pas à mobiliser la peur. Jean-Pierre Dupuy, en lecteur d'Anders et de Jonas, a bâti sa théorie du catastrophisme éclairé. Voir en eux des apocalypticiens d'aujourd'hui serait erroné. À tout prendre, ils sont plutôt du côté des prophètes, de ceux qui annoncent ce qui va se passer, sauf si. Mais nos sociétés européennes vieillissantes, minées par la crise, vaccinées contre les futurismes, engluées dans le présentisme, sont préoccupées par l'immédiat et tentées par le repli sur soi, alors même que le capitalisme ne peut remettre à demain le profit d'aujourd'hui et ne peut pas ne pas maximiser le profit d'aujourd'hui. La mémoire, la commémoration, le patrimoine, l'identité sont peu à peu devenus des maîtres mots de la fin du XXe siècle, alors même que l'histoire, la divinité majeure de l'Europe depuis le XIXe siècle, voyait s'évanouir son magistère. De fait, le glissement de l'histoire à la mémoire, dans le cours des années 1980, indiquait un changement d'époque. Il en allait de même du patrimoine, qui est une notion pourtant de crise. Quand les repères s'effritent, quand l'accélération du temps accentue la désorientation, on cherche à préserver des lieux, des objets, des gestes, afin de rendre habitable un présent dans lequel on ne se retrouve plus. La commémoration est la reprise publique du phénomène mémoriel. Elle donne lieu à des politiques mémorielles au niveau de l'Europe, voire à des lois mémorielles. Quant à l'identité, foyer organisateur de ces notions, elle est doublement porteuse d'inquiétude. Sur le passé, quel est, par exemple, au vrai le passé de la France ? Sur le futur, quel peut être notre avenir commun ? De quelle espérance l'Europe peut-elle être encore porteuse ? Dans ce que je nomme l'ancien régime d'historicité, avant 1789, pour prendre une date symbolique, les acteurs avaient certes leur présent, vivaient dans ce présent, essayaient de le comprendre et de le maîtriser. Mais pour s'y repérer, ils commençaient par regarder du côté du passé, avec l'idée qu'il était porteur d'intelligibilité, d'exemples, de leçons. Et l'histoire était l'inventaire de ces exemples et le récit de ces leçons. Dans le régime futuriste ou régime moderne, c'était l'inverse. On regardait du côté du futur, c'était lui qui éclairait le présent et expliquait le passé. C'était vers lui qu'il fallait aller au plus vite, et l'histoire était téléologique. Le but indiquait le chemin déjà parcouru et celui qui restait encore à accomplir.
Toutes les histoires nationales modernes ont été conçues et écrites sur ce modèle. La singularité du régime présentiste tient à ce qu'il n'y a finalement plus que du présent. Chacun le vit dans son quotidien, personnel comme professionnel. Dans ce régime-là, on ne sait plus quoi faire du passé, puisqu'on ne le voit même plus, et l'on ne sait plus quoi faire de l'avenir, qu'on ne voit pas davantage. Il n'y a plus que des événements se succédant ou se télescopant, auxquels il faut réagir, dans l'urgence, au rythme incessant des breaking news. Avec Internet, se sont désormais imposés le temps réel, la simultanéité de tout avec tout et le continu. Tout apparaît sur le même plan dans un présent aussi étendu que le réseau lui-même. Dans cette nouvelle condition numérique, pour reprendre le titre d'un livre récent, articuler passé, présent et futur devient plus problématique que jamais, mais apparaît d'autant plus nécessaire, et cela alors même que semble reculer la possibilité d'un récit commun, à chacun sa mémoire, à chacun son site et son blog, selon une incessante démultiplication. La perte de croyance en l'histoire est un phénomène local, hexagonal pour la France, régional, occidental ou mondial. La France sortie de l'histoire, ou l'Europe regardant passer l'histoire, on le lit et on le répète beaucoup ces temps-ci. Mais une réponse autre qu'impressionniste nécessiterait une vaste enquête que je n'ai pas menée et qu'à ma connaissance personne n'a conduite. Elle ne serait d'ailleurs pas simple à mettre sur pied. Comment mesurer la croyance ou la décroyance? Et d'abord, qu'évoque aujourd'hui de par le monde le vocable « histoire », alors même qu'il y a tant et tant de façons, par l'image avant tout, de faire appel au passé et de fabriquer du passé. Alors que répondre? Ceci peut-être. Il y eut d'une part l'histoire avec H majuscule, celle en laquelle l'Europe a cru, qu'elle a théorisé, qu'elle a imposé, en faisant l'étalon et le télos de toutes les autres. En gros, celle qui était indexée sur le progrès et qui marchait au futur. Si elle n'est plus rectrice, elle ne s'est pas évanouie du jour au lendemain pour autant. Elle n'a d'ailleurs cessé de donner lieu ici et là à toutes sortes de négociations qui sont allées de l'acquiescement à sa récusation complète, en passant par des reformulations, sans oublier bien sûr la part des instrumentalisations plus ou moins grossières. Il y eut là, au cours du XIXe et du XXe siècle, toute une gamme de réponses. À l'histoire discipline, aspirant à se présenter comme science, est revenue de les mettre en musique sous la forme majeure de partition nationale. Il y a d'autre part le présentisme contemporain, celui de l'instantané et du simultané, celui qui façonne notre nouvelle condition numérique. Il est le cœur même de la globalisation. Comme pour l'histoire avec H majuscule de naguère, la globalisation avec G majuscule donne lieu ici et là à des négociations qui sont bien loin d'être stabilisées. On voit bien comment l'histoire, celle du concept moderne, peut trouver à se réactiver ou le croire dans une certaine vision de la globalisation. Mais on voit aussi comment la globalisation peut renvoyer l'histoire dans ses quartiers, à l'instar de ces grandes casernes aujourd'hui désaffectées. Il me semble que c'est à tenir ensemble les deux registres, celui de l'histoire et celui de la globalisation, avec leurs écarts et leurs interférences, que l'on pourrait risquer un diagnostic plus précis sur la situation faite à l'histoire dans le monde contemporain, et donc sur l'utilité de l'histoire-discipline. À quoi bon l'histoire si elle ne nous permettait pas, pour la part qui est la sienne, une meilleure intelligibilité de notre contemporain, que je désigne comme nouvelle condition historique. À l'historien revient, à côté d'autres et avec d'autres, de contribuer à poser le meilleur diagnostic possible et à inviter la discipline à assumer pleinement son statut d'après la croyance à l'histoire. Mais prescrire n'est pas directement de sa compétence. Encore une fois, diagnostiquer un temps de présentisme n'est pas y acquiescer, ni le déplorer non plus, mais inviter à prendre la pleine mesure de l'inadéquation de nos instruments pour y faire face et s'employer à en proposer d'autres. Ensuite, c'est aux citoyens d'agir.
Entre le moment où s'est imposé à moi le terme de présentisme comme susceptible d'appréhender une dimension du contemporain et aujourd'hui, le paysage mondial a certes pas mal changé, mais le diagnostic me paraît demeurer valide en 2015. Reste que le principal défi demeure, selon moi, l'articulation des trois catégories du temps, sans qu'aucune d'elles n'impose sa tyrannie aux deux autres, dans un monde qui n'est plus tant s'en faut, celui qu'a longtemps réglé le méridien de Greenwich. À cette tâche, qui est celle de tout un chacun de par le monde, l'historien devrait avoir à cœur de contribuer. Merci. Alors on passe aux questions, commentaires. Merci. Je pense que il faut vous souhaiter la bienvenue en Grèce parce que ici le présentisme n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense qu'il est véhiculé par des forces politiques tout à fait douteuses. C'est l'extrême droite, je crois, qui est beaucoup plus pleine de ce présentisme. Et nous avons une gauche qui est pleine d'historisme, donc d'un usage du passé très particulier. Et c'est un terrain anthropologique passionnant, justement. Donc bienvenue dans ce terrain intéressant. J'ai une petite question sur justement cette relation entre l'histoire et l'anthropologie. C'est ce qui nous a inspiré avec Kostas pour vous proposer cette conférence. J'ai l'impression qu'en Grèce, l'histoire et l'anthropologie commencent à être des bonnes amies. C'est tout à fait récent. Et je me pose la question si l'histoire et l'anthropologie telle qu'elle a été inaugurée dans le monde anglophone par Salins, est-ce qu'elle pourrait avoir un peu plus de rapport avec ce qu'on fait en France. Je sais très bien que dans votre régime d'historicité, vous travaillez un petit peu sur Salins. Salins, depuis, a écrit autre chose, vous savez très bien. Et je me demande si on peut imaginer un dialogue entre cette tradition anglo-saxonne d'anthropologie historique et l'anthropologie historique façon française. Sur la situation, sur le rapport respectif du présentisme et du futurisme sur l'échiquier politique grec d'aujourd'hui, je ne saurais me prononcer. J'aurais quand même tendance à penser que le présentisme est plus là que vous ne semblez le dire, que c'est pas réservé à l'extrême droite. Mais voilà. Sur la seconde question, sur le second point, l'anthropologie historique anglo-saxonne, en tout cas représentée par les travaux de Salins, puisqu'il n'est qu'un parmi d'autres. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il représente l'anthropologie anglo-saxonne. Il a ce rapport tout à fait particulier à l'histoire, justement, qui n'est pas partagé par tout le monde, tant s'en faut, qui est lié aussi au terrain sur lequel il a travaillé, au fait qu'il y avait des archives, il y a tout un tas d'éléments qui interviennent, mais il a poussé cette réflexion sur l'histoire plus loin que beaucoup d'autres. Alors, en France, il me semble que l'anthropologie des anthropologues a abandonné pas tous, mais
puisque dès qu'on dit les anthropologues, il faut tout de suite y dire qu'ils sont multiples, qu'ils ont des positions extrêmement éloignées les uns des autres, et qu'il y a donc à peu près autant d'anthropologies que d'anthropologues, si je pousse un tout petit peu plus, enfin j'exagère un peu, mais donc il y a d'un côté des gens qui, comme je sais pas quoi, Alban Bensa, dans ce travail sur la Nouvelle-Calédonie, et ont cette approche micro-historique de l'anthropologie, et là, entre micro-histoire et anthropologie, il y a quand même des convergences fortes. Mais ce que fait par ailleurs quelqu'un comme Descola, Philippe Descola, est très loin de cette perspective. Et chez les historiens, il me semble que l'anthropologie historique que j'ai évoquée justement, qui se déployait au début des années 1970, n'est plus leur intérêt premier, ou même qui ne travaillent plus tellement dans cette perspective. Et il y avait avant-hier, à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, une journée d'hommage à Jacques Le Goff. Bon. Et bien évidemment, il y a ce moment des années 70 qui est la formulation de cette proposition d'anthropologie historique qui n'a jamais été vraiment fixée. C'est l'intérêt, ça a été aussi, c'est toujours l'intérêt de ces notions, c'est-à-dire qu'elles sont extraordinairement plastiques et que au nom, vous réclamant de l'anthropologie historique, ça voulait dire quelque chose, ça signifiait quelque chose, ça voulait dire qu'il y avait certains types de questionnements que vous abandonniez ou dont vous ne vouliez pas, ou dont vous vouliez vous distinguer. Mais après, dans la manière dont vous construisiez votre questionnaire que vous baptisiez anthropologie historique, il y a là aussi des écarts considérables. Mais je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit si présent que cela chez les historiens français. Merci beaucoup pour ce très très bel exposé de réflexion sur l'histoire qui était très riche avec de nombreuses allusions et de nombreuses références. Il y en a une que vous avez donnée à un moment donné qui est Paul Ricoeur, auquel on pense beaucoup en vous écoutant. Il y a tout un aspect dans le travail de Paul Ricoeur sur l'histoire qui porte sur le discours de l'histoire et sur la rhétorique de l'histoire, et il y a toute une analyse sur le fait que ce discours n'est pas toujours le même, justement, qu'il évolue, qu'il change, une réflexion sur le discours de l'histoire quand il se fait causalité ou recherche du sens. Sur cet aspect-là de l'œuvre de Ricoeur, par rapport au questionnement que vous avez sur la condition historique, est-ce que ça s'accompagne d'une réflexion sur comment dire l'histoire ou comment, oui, quelle modalité rhétorique de l'histoire aujourd'hui? Oui, alors j'ai délibérément laissé ça de côté aujourd'hui ou ce soir, parce que je pense qu'il y avait ça suffisait comme ça, alors j'en ai traité dans le livre Croire en l'histoire. Il y a tout un chapitre justement consacré à cela. C'est le Ricoeur, là je n'ai évoqué que le Ricoeur de mémoire, histoire, oubli, et pas le Ricoeur de temps et récit, qui vient avant. Et le Ricoeur de temps et récit est celui qui se pose. Il faut faire attention avec Ricoeur parce que c'est un philosophe. Il faut faire attention, c'est un je veux dire, c'est un philosophe et il fait de la philosophie. Il ne cherche pas à faire de l'histoire. Et il ne cherche pas à faire la philosophie de l'histoire que les historiens ne font pas. Il a une question philosophique, et dans Temps et Récit, c'est justement celle
c'est celle qui donne le titre du livre, c'est cette idée selon laquelle le temps ne peut finalement être approché, les apories du temps ne sont approchables qu'à travers le récit, et que par conséquent il est crucial pour lui d'arriver à montrer que même, c'est pour ça que l'histoire intervient dans sa démonstration, que même cette histoire qui s'est revendiquée comme échappant au récit, récusant le récit, non narrative, etc., même cette histoire-là garde quelque chose du récit. Et c'est sa grande analyse, qui a beaucoup frappé les historiens, qui se sont dit dans une pipe, qu'est-ce qui se passe, de la Méditerranée de Braudel, en parlant de la Méditerranée de Braudel comme d'un quasi-récit, d'une quasi-intrigue. Mais ce qui est, c'est toujours frappant quand quelqu'un fait une proposition comme ça qui surprend, c'est que si les historiens avaient lu la préface de la Méditerranée de Braudel pour ce qu'elle dit, c'est dans la préface de Braudel, très clairement. C'est-à-dire qu'avec ce grand rappel justement d'Homère, on est absolument dans le récit. Alors, pour Ricoeur, il était crucial de démontrer que même cette histoire non événementielle qui voulait rompre avec le récit, en fait, ne rompait pas. Et s'il avait pu, si ça avait été le cas, alors toute la thèse de Ricoeur s'écroulait. Donc c'est une dimension cruciale. Mais les historiens qui ont lu Ricoeur se sont surtout intéressés à sa lecture des historiens et n'ont pas pris en compte la question d'ensemble qui est encore une fois cette question philosophique sur les apories du temps, et seul le récit permet d'approcher ces apories du temps. Voilà. Alors après, il y a tout le débat qu'il engage avec Hayden White sur ces alors on a un peu de, je crois qu'aujourd'hui pour les jeunes étudiants d'aujourd'hui, ces débats autour du linguistic turn, ça ne signifie rien du tout. Absolument rien. Y compris aux États-Unis, j'ai pu le vérifier quand on leur demande, alors ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et on n'arrive plus, ils ne comprennent pas à quoi ça rime. Et au fond, ils sont ces interrogations sur le récit de l'histoire, sur l'écriture de l'histoire, et alors on est passé comme ça insensiblement, récit, écriture, fiction. Fiction. Mais alors à ce moment-là, l'histoire, on peut dire n'importe quoi, la version la plus triviale de cela, et avec une série de confusions complètes. Alors l'intérêt de la position de Ricoeur par rapport à tout cela, c'est que à la fois, puisque Ricoeur c'était aussi un grand prof, et c'est-à-dire qu'il lisait les gens avec beaucoup d'acribie, beaucoup d'honnêteté, et il faisait, et si vous allez dans sa bibliothèque qui est maintenant disponible, on voit que les livres sont soulignés, travaillés, donc il lisait, et il faisait des cours, donc il devait dire ce qu'il y avait dans les livres de Hayden White, dans les livres, etc., les uns et les autres. Et donc il donne au fond le maximum, il pratique le principe de charité, donc il donne le maximum de chance à celui qu'il convoque. Et donc il va aussi loin que possible dans la voie de Hayden White, mais s'arrête à un point précis qui est cette question de la référentialité de l'histoire, à laquelle il ne veut pas renoncer. Et alors là on retrouve justement sa proposition sur la mémoire, quand il dit justement pourquoi la mémoire est la matrice de l'histoire dans sa perspective, ce qu'on peut contester, puisque si vous faites l'histoire du climat,
bon, c'est pas la mémoire qui viendra vous dire comment ce qu'il en était il y a 50 000 ans. Mais dans sa perspective, c'est évidemment important. Mémoire matrice de l'histoire, parce que elle a justement cette puissance d'attestation. Elle atteste que ça a eu lieu. Après, ça ne veut pas du tout dire que ce que rapporte la mémoire soit juste, vrai, etc. Donc il marque bien, d'un côté, vous avez la fidélité et la mémoire, et de l'autre côté, vous avez la recherche de la vérité. Et que chacune a son registre, qu'il ne s'agit pas de les mêler, de les confondre, ou justement de donner la primauté à l'une sur l'autre. Non, parce qu'elle ne joue pas dans la même catégorie, si je puis dire. Si je vous ai bien compris, je crois qu'à la fin de vers la fin de votre présentation, vous avez, après un long questionnement sur ce que ça peut signifier le régime présentiste de l'historicité de l'histoire aujourd'hui, il me semble que vous avez suggéré comme nécessité ou peut-être comme voie d'issue une mise en parallèle, un rapprochement avec la notion de la globalisation. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce point? Vous suggérez comme prioritaire, disons, un intérêt accru pour l'histoire globale ou... Enfin, voilà, oui. Merci. Oui. Non, c'est pas exactement ce que j'ai souhaité suggérer. J'ai introduit rapidement la globalisation et la question de l'histoire globale, donc du même coup, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce dont la globalisation, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce au nom de quoi on vous dit il faut faire ceci ou ne pas faire cela. Et en ce sens, c'est pour ça que j'ai parlé de globalisation avec un G majuscule, qui occuperait une espèce de position d'autorité, comme a occupé l'histoire avec un H majuscule au 19e et une grande partie du 20e siècle. C'est-à-dire l'histoire juge, l'histoire vous dit que au nom de l'histoire il faut faire ceci. Eh bien, on a un peu quelque chose d'analogue, me semble-t-il, avec des usages que l'on fait de ce vocable de globalisation. Bon. Après, il y a la question de l'histoire globale, qui ne se confond pas avec cet usage-là, avec cet usage autoritaire ou d'autorité, de position d'autorité, d'évidence de la globalisation. Et la question évidemment qui se pose, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire globale, mais la question qui se pose c'est, est-ce que nous avons affaire là à une proposition qui se donne comme justement un nouveau concept d'histoire, qui viendrait prendre le relais de ce que j'appelle le concept moderne d'histoire, dont j'ai essayé de montrer, enfin je pense que ça on peut s'accorder sur ce diagnostic, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à appréhender le monde tel qu'il va. Et est-ce que l'histoire globale c'est la réponse? Ou est-ce que c'est une sous-discipline de l'histoire? Vous avez de l'histoire ceci, de l'histoire cela, de l'histoire cela et de l'histoire globale. Et il me semble qu'il y a à l'heure actuelle une certaine hésitation entre les deux. Vous avez des gens qui pratiquent l'histoire globale parce que ils sont venus à cela par le fait qu'ils travaillent sur le moment enfin je sais pas quoi, après les années 1970 dans le monde développé, et qu'ils considèrent que c'est comme ça que s'appréhende par le biais de l'histoire, plutôt de l'histoire de l'économie, ou plutôt de l'histoire économique. Et puis il y a l'autre position qui est de dire non, au fond, alors
qui est de dire, enfin il y a plusieurs positions, il y en a une qui est de dire il y a toujours eu de la globalisation, et donc on la périodise. Donc on commence éventuellement avec les Phéniciens si on veut, enfin bon, et on peut dire la globalisation archaïque, etc. Donc c'est une manière à la fois de faire travailler cette notion pour faire apparaître des choses qu'on ne voyait pas ou mal précédemment, mais c'est aussi une façon de la banaliser en un sens. Si vous dites, bah oui, il y en a toujours eu. Bon, après, laquelle, comment, et on commence à travailler plus précisément et on fait apparaître des choses. Bon. Et la position, disons, maximaliste, c'est de dire on ne peut penser l'histoire que sur le mode du global. Alors ça, et un certain nombre de gens s'efforcent de démontrer cela. Alors on a eu d'abord l'histoire connectée, on a eu, enfin voilà, ce type d'approche. Mais je crois que dans le même... Enfin, je suis très très loin de connaître ce qui se publie dans ce domaine, puisqu'on publie énormément maintenant, très peu en France, pratiquement très très peu en français, et en gros tout se fait en anglais depuis déjà un certain temps, et on publie beaucoup. Bon. Et on commence à avoir, puisque l'histoire globale, elle est partie de gens qui évidemment n'étaient pas des historiens globaux. C'était des historiens de la Chine ou des historiens de ceci ou qui se sont fabriqués, au fond, qui se sont donné cette compétence et qui se sont désignés comme historiens globaux ou historiens globaux. Et à partir de là, bon, comme toujours aux États-Unis, on commence à fabriquer des programmes. On crée des revues, on commence à fabriquer des programmes et on forme des gens. Par conséquent, il y a maintenant des jeunes gens qui ont des PhD en histoire globale et qui ont des positions. Et donc c'est devenu une machine qui produit. Voilà. Donc je n'ai aucune vision de tout ce qui peut se faire. Mais je ne suis pas sûr, voilà, c'est mon interrogation, je ne suis pas sûr que il y ait pour autant dans cette perspective assez stimulante. Voilà, on se lance, on a l'impression qu'on découvre quelque chose de nouveau, il y a des tas de choses à faire, on peut reprendre tous les problèmes, donc c'est toujours assez excitant intellectuellement. Mais je ne suis pas sûr qu'il se soit toujours posé ces questions que j'essaye, non pas qu'il faille qu'ils me lisent, mais je veux dire, ils ne sont pas essayés de se poser ces questions sur une interrogation sur ce que c'était que ce concept moderne d'histoire. Et comment il s'était fabriqué, quels usages on en avait fait, et justement, moi je continue à penser que s'interroger à travers une question sur le rapport au temps fait comprendre des choses. Je ne dis pas du tout que ça explique tout, mais je dis que ça fait comprendre des choses. Je suis très heureux de vous avoir entendu et je suis toujours sous le charme de votre conférence. Je voudrais vous poser une question dans cette nouvelle condition de présentisme, dans cette nouvelle condition d'historicité que vous avez extrêmement bien présentée, il y aurait la place pour les événements ou pour les faits? Ou c'est une condition non événementielle? Alors, il y a la place, et je dirais même que c'est un des problèmes de ce présentisme, si l'on veut, si on accepte l'appeler ainsi.
qu'on est passé, si vous voulez, d'une histoire. Alors si on se place du point de vue de l'histoire discipline, on est passé d'un modèle d'histoire qui avait plutôt mis à distance l'événement, ou qui ne l'avait jamais abandonné, mais qui l'avait mis à distance, à un mode de rapport à ce qui advient, qui est celui du tout événement. Je dirais plutôt que ce qui caractérise le présentisme, c'est que justement, il n'y a plus que des événements, mais que des événements, et on parle tout le temps d'événements, que des événements qui ne font que se succéder, c'est déjà trop dire, parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce de suite, mais qui se éclate. Voilà. Hein, l'attitude qui est requise de la part de ceux qui ont des responsabilités, c'est de réagir à l'événement. C'est pas du tout de l'expliquer, encore moins de le prévoir, c'est de réagir. Et alors, le côté caricatural de cela, il me semble qu'on le voit chez les hommes politiques, qui est ce qu'on mesure, ce n'est pas du tout ce qu'ils font, disent, je sais pas quoi, c'est le temps de réaction. On dit comment il s'est produit ça, et il n'a encore rien dit. Bon, hein, il lui a fallu tant de temps pour arriver jusqu'au lieu, parce qu'en général c'est un événement plutôt fâcheux, et bon, et ça conduit alors à cette, l'absurdité de ce rapport conduit à anticiper l'événement, c'est-à-dire réagir à quelque chose qui n'a pas eu lieu. Bon, mais on en a eu plusieurs exemples chez les politiciens ces dernières années. Donc on est, au contraire, je pense que tout événement est un trait de ce temps où il n'y a pas où rien ne se lie à rien, et où au fond il n'y a rien à comprendre. Enfin, on dit qu'il n'y a rien à comprendre, bien sûr. D'autres questions? Sinon, on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci à vous.